Et donc on continue avec Jean-Noël de Galzin qui est avec nous, le patron de Walix. Salut Jean-Noël. Walix est aussi Exatrust, hein, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette fédération française de la sécurité numérique. Fédération française de la sécurité numérique, tiens, c'est pas mal ça. Ça pourrait être du sauvetage nautique aussi, FFSN. Que tu as. Oui, voilà, c'est un groupement. Bon, annonce donc, série d'annonces à laquelle tu assistais d'ailleurs, du président de la République à la fin de la semaine dernière, 1 milliard d'euros jusqu'en 2025. Alors, donc toi tu diriges Walix, hein, et on va en reparler d'ailleurs, qui s'intéresse particulièrement à la gestion des identités, hein, c'est la brique gestion des identités et des accès dans la sécurité numérique. Amener le chiffre d'affaires de la filière française, donc ce que j'ai lu, hein, c'était 7 milliards d'euros en 2019, à 25 milliards d'euros le plus vite possible, enfin j'imagine. Oui. Il a beau dire ce qu'il veut, le président de la République, mais enfin, c'est pas lui. Non, mais il a d'abord des muses. Le levier, en fait, il faut avoir à l'esprit qu'on est, c'est pas faute de l'avoir dit, on est sur une mine d'or, en fait. Je crois qu'on a raté l'Internet des GAFAM, on a raté la première mine d'or, hein, celle des pionniers, en fait. Mais l'économie des plateformes, hein, globalement. L'économie des plateformes, les réseaux sociaux, une forme de B2C, même si le B2C va évoluer avec les nouveaux services. Mais là, ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est l'Internet industriel. C'est l'Internet qui va porter tous les robots qui parlent entre eux, nos automobiles connectés, nos moyens de transport, nos systèmes de santé, tous les objets connectés qu'on va utiliser. Tout ce qu'on appelle le e-gouvernement ou les territoires, les villes intelligentes, tout ce monde-là va générer des données extraordinaire, et tout ce monde-là va représenter des plateformes, des usines digitales, des systèmes informatiques, de la cybersécurité pour contrôler et gérer le risque à l'intérieur de tout ça, et des interfaces et des équipements nouveaux. Et ce sont des gisements d'industrie, de croissance considérables. Et nous, pour le moment, il faut avoir à l'esprit que nous n'y faisons quasiment rien. Ce seront des gisements de croissance si jamais il y a la sécurité qui va avec. Oui. Alors, la sécurité... Donc là, non, il faut juste... Parce que, en fait, d'une certaine manière, cette conférence de presse, enfin, ces annonces du président de la République, ils viennent après une série d'attaques. Enfin, l'ensemble des entreprises aujourd'hui communiquent sur une série d'attaques, dont la plus importante a touché les États-Unis. Là, je parle sous ton contrôle, hein, j'ai noté ça. Voilà, et c'est surtout, en fait, un logiciel de supervision. C'est quoi d'ailleurs un logiciel de supervision? C'est le truc qui monitore ton système en fait en temps réel. Exactement, qui voit ce qui se connecte, les entrées, les sorties. Qui s'appelle Orion. Et ce logiciel lui-même a été infecté. Et il se trouve que les 3/4 de l'Amérique travaillent avec ce logiciel, y compris Microsoft. Donc là, pour le coup, tu te retrouves avec un virus au cœur du sein des saints. Et c'est ça l'électrochoc. C'est l'électrochoc dans la mesure où on s'aperçoit que le numérique est totalement interconnecté un petit peu partout. Et donc il suffit d'avoir accès, il suffit d'attaquer au bon endroit pour avoir accès à beaucoup de choses. Oui, mais les fournisseurs de logiciels, quand tu achetais un logiciel, jamais tu pouvais imaginer qu'il était infecté. C'est un truc de dingue. Ils reposent tous sur les mêmes systèmes. C'est-à-dire, la plupart des applications reposent, ou les applications où nos systèmes bureautiques ou de collaboration reposent sur Microsoft Windows et maintenant Microsoft Azure, et qui est depuis des années et des années une plateforme très attaquée dans laquelle il y a quelques failles qui sont mises à jour et qui permettent, une fois que vous rentrez sur ces systèmes-là, d'aller infecter, d'aller se répandre sur l'ensemble des systèmes qui reposent dessus, si vous voulez. C'est comme si vous voyez... on voit parfaitement. Voilà, vous avez ce qu'on appelle... Mais est-ce qu'il se passe? Mais d'ailleurs, tu es au cœur de tout ça. Là, aujourd'hui, il se trouve qu'on en parle assez régulièrement. On a une émission même consacrée à ça sur Bismart qui s'appelle Smart Transfo, avec l'agence Losam. Il se passe que l'ensemble des fonctions de l'entreprise aujourd'hui sont en train de se digitaliser, avec un tas d'éditeurs de logiciels qui amènent des solutions passionnantes. Mais si les gars commencent à se dire, mon Dieu, telle solution risque d'être infectée, et en la chargeant dans, j'en sais rien moi, l'ensemble de mon système de comptabilité par exemple, je vais ouvrir la porte aux hackers. Ça va tout freiner. Alors, attention, il y a deux manières de répondre à cet enjeu-là, en fait. Il y a une manière qui est de dire, on utilise les produits des autres, il faut au minimum qu'on mette nos propres moyens de contrôle, et qu'on contrôle l'accès aux données, qu'on trace, qu'on identifie les utilisateurs, qu'on contrôle les accès aux applications, qu'on filtre les applications, qu'on ait des tableaux de bord, ou qu'on gère des données pour savoir en temps réel tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Ça peut être relativement fastidieux. C'est indispensable à court terme si on veut gérer le risque cyber dans un monde numérique
numérique qu'on utilise mais qui ne nous appartient pas, qui est ce monde des industriels américains, les grands fournisseurs de plateformes. De l'autre côté, il va y avoir un gros travail. C'est ce que j'appelle depuis des années, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle le security ou le privacy by design. C'est-à-dire que désormais, qu'on prend conscience que la cybersécurité fait partie intégrante d'un numérique qu'on va appeler soutenable à long terme, responsable, éthique, eh bien, ça nécessite d'intégrer dès la conception les systèmes de cybersécurité et de contrôle qui vont permettre de les faire fonctionner au bénéfice de l'utilisateur et sans risque de sécurité. On peut prendre une analogie avec l'automobile. L'automobile, pendant des années, on s'est on a mis l'ABS en option. Aujourd'hui, n'importe quel automobile utilise des systèmes de freinage ultra sophistiqués qui viennent des voitures de course, qui viennent des circuits, et l'ABS n'est pas en option. C'est intégré avec. Il y a une part du budget informatique aux alentours de 10% qui est consacré et qui devra être consacré à l'avenir dans la cybersécurité pour protéger ce qui existe et demain pour fabriquer des systèmes fiables. Je comprends ton histoire by design, c'est très intéressant. Est-ce que ça ne va pas alourdir l'ensemble des process? Parce que ce que nous disent toutes ces entreprises, c'est qu'aujourd'hui, si effectivement tu vis à l'heure de la donnée, il faut que cette donnée, elle soit largement partagée dans toute l'entreprise. Oui, mais on n'a pas de données. Il suffit d'héberger les données, j'ai envie de dire, sur des systèmes qui soient capables de gérer les données en fonction de nos règles, c'est-à-dire gestion de risque de traitement des données, le RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données, la traçabilité à l'intérieur des données. Mais là, je parle plus en interne de l'entreprise. Oui, alors après, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est la sensibilisation, la formation des gens. De toute façon, bien souvent, les questions de sécurité, elles viennent du bon sens. SolarWinds, dont on parlait un instant. Donc SolarWinds, en fait, c'est le créateur de ce logiciel Orion qui a infecté la console Orion, on s'aperçoit que le mot de passe qui était utilisé, c'est SolarWinds 1, 2, 3. Voilà, c'est tout. On peut mettre les meilleures technologies qui soient, si on si on ne les utilise pas correctement, eh bien... Mais ça aurait changé quelque chose s'ils avaient eu ZXCrack, je sais pas quoi. Je vais donner les mots que te sortent Google, tu sais. Quand Google te sort des mots de passe, je dis, mais les mecs, arrêtez. Le nom de mon chien, le nom de... Voilà. Mais c'est vrai, c'est un réflexe normal parce que c'est compliqué. Mais ça aurait changé quelque chose s'il avait eu un mot de passe sophistiqué. Il existe aujourd'hui des systèmes pour gérer les mots de passe à la place des humains. Nous fabriquons par exemple ce qu'on appelle des password vault ou des coffres-forts à mots de passe. On met ça dans une organisation, ça s'appelle un bastion. Mettez ça dans une organisation. Toute personne qui va se connecter à une application, un équipement, une base de données, va demander l'autorisation à ce coffre-fort automatique, en fait, qui agit comme un pilote des accès et qui va faire les accès sur les équipements et les applications. Dire, t'as le droit, t'as pas le droit. Si t'as le droit, je te donne le mot de passe. Alors non, je donne pas le mot de passe. Je mets le mot de passe moi-même. Ah oui, c'est moi qui Donc, personne ne connaît le mot de passe. Plus personne ne connaît les mots de passe, à part le coffre-fort à mot de passe. Et le coffre-fort à mot de passe, quand il va dialoguer avec les applications, lui, il utilise un mot de passe que n'importe quel humain ne pourra jamais retenir, puisqu'il parle de machine à machine. Il est inviolable, les hackers, ils vont pas rentrer. On ne doit jamais dire il faut rester. Le bastion. Le bastion. C'est pas mal ça. Voilà, il y a un côté Saint-Malo un peu. Dans les vieux pots. C'est le côté un peu corsaire. Ouais, voilà. Tout à fait. On reste des hackers informatiques, mais on travaille, on va dire, de manière éthique et pour le service du bien. Bon, mais donc ça veut dire que l'ensemble de ceux qui réfléchissent aujourd'hui, et c'est la grande prise de conscience quand même, liée à la pandémie, à une digitalisation accélérée de leurs activités. Oui. C'est d'abord la sécurité, en fait. C'est avec la sécurité. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Oui, mais tu as dit d'abord... C'était quoi le terme que tu as employé? Par conception, par conception, design. Voilà, par design. Oui, vous savez, c'est ça. Il y a quelques années, je me souviens, j'avais travaillé avec une société de conseil très connue sur la place de Paris, Côté, qui travaillait pour une marque automobile italienne. Et on réfléchissait à la voiture connectée, le prototype de la voiture connectée pour le Paris Motor Show. Et je me souviens, à cette époque, c'était il y a 3 ou 4 ans, la voiture, elle sort à la fin et on dit « Ah là là, est-ce qu'on a protégé les données ?» On rajoute les systèmes de cybersécurité pour protéger une automobile connectée et on se rend compte que le modèle économique ne fonctionne pas. Patatras. Mais oui. Parce qu'on coûtait trop cher. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'une automobile connectée sans cybersécurité ou avec cybersécurité est trop chère? Ouais, c'est ça. C'est comme si tu lui enlevais les freins, quoi. Mais voilà. Donc il y a, je crois, tout un travail de fond à faire pour qu'on pense au numérique, le numérique fiable,
responsable, soutenable. Et c'est ça, pour moi, qui est une opportunité historique pour nous. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les annonces. Elle est forte quand même. Le numéro 2 de Microsoft, donc, sur cette histoire d'Orion dont on a parlé là, il a écrit donc 2 papiers, je crois, sur son blog. Et il dit « C'est un danger pour la chaîne d'approvisionnement technologique de l'économie ». Oui. Elle est puissante cette phrase quand même. Le gars, il se dit, en fait, il y a une sorte de pacte de confiance qui est brisé et qui peut faire très peur à tous les chefs d'entreprise. En fait. Voilà, tout cela est interconnecté. Donc, si vous avez un maillon de la chaîne qui effectivement est particulièrement un maillon, un équipementier, si je puis dire, qui faillit dans cette chaîne. Alors que vous vous y attendez absolument pas. C'est pas ça que vous protégez. Mais vous protégez vos accès extérieurs. En fait. Attention, parce que moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps de ça, certaines grandes boîtes de services ou de conseils qui ont été attaquées. Des gens comme Altran, Sopra, Capgemini ou autre. Et c'était un petit peu un sujet, c'était pas un sujet exactement sur ce logiciel-là, mais il y avait ce sujet, à un moment donné, d'avoir une chaîne de confiance, tout un tas de systèmes interopérables à l'intérieur d'une organisation pour avoir des consultants sur le terrain qui utilisent le mobile. Et en fait, si vous ne sécurisez pas cette chaîne de confiance, il suffit qu'il y ait un mobile avec les bons accès qui se fassent attraper. Et ensuite, l'acte de piratage informatique consiste à récupérer les mots de passe, les accès qui sont à l'intérieur, et rebondir d'équipement en serveur, en application, jusqu'à aller au cœur du système, là où on a envie de récupérer des données, ou prendre la main sur une chaîne de télé, par exemple. Donc, et ça marche même pour un sous-traitant, en fait. Vous pouvez même, en fait, attaquer la grande entreprise à travers un de ses sous-traitants. C'est la base des attaques informatiques. On commence bien souvent là où une entreprise a été acquise, là où une entreprise a des failles, des risques, c'est le plus petit maillon de la chaîne. Donc la cybersécurité... Avec en plus des trucs qui peuvent dormir pendant des années. Je crois, visiblement, c'est ce qui... Ce sont des attaques persistantes, effectivement, ce qu'on appelle des APT, et donc Attack Persistent Threats. C'est des espions dormants. En fait, ce sont des espions dormants qui sont à l'intérieur des systèmes, qui sont inoculés tranquillement et passivement jusqu'au jour où on les active pour pouvoir utiliser leurs fonctionnalités. Alors, c'est toi qui m'as donné le chiffre d'ailleurs, American Rescue Act. Donc, ils mettent 10 milliards de dollars sur la table, les Américains. 10,2 milliards exactement. Donc, ils ont pris, en arrivant, c'est-à-dire... Pour sécuriser les institutions fédérales. C'est assez intéressant, les États-Unis, lorsque Trump est parti, le président Trump est parti, il a fait voter une loi pour que l'ensemble des utilisateurs de technologies américaines dans le monde entier gardent des données sur les utilisateurs locaux au service de l'administration américaine. Et Joe Biden, en arrivant, l'administration Biden n'a pas enlevé cette disposition-là. Parallèlement à ce qui est quand même intéressant sur une forme en tous les cas, de vision de la souveraineté. Pour être clair, tout ce que les administrations américaines peuvent choper partout dans le monde. Tout ce que les opérateurs de services qui utilisent des technologies américaines dans le monde entier. Ça, on inclut du monde, des hébergeurs, par exemple. La pub, là, tu veux faire peur à tout le monde. Non. J'ai pas besoin. Donc, Biden, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, ça y garde. Donc, ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Voilà. C'est ça. Dans cette phrase. Et en plus, il rajoute 10 milliards pour sécuriser. Alors, les 10 milliards, c'est intéressant, les 10 milliards 200 millions. Le but, c'est de moderniser les architectures techniques, toutes les couches applicatives qui vont servir ensuite à développer tous les systèmes fédéraux américains et de mettre tout ça à niveau. Et c'est intéressant parce que, évidemment, à la lumière de ce qui s'est passé sur SolarWinds, bien évidemment, on va chercher en particulier à relever des défis qui sont les défis d'aujourd'hui. La cybersécurité a beaucoup changé avec le numérique et aujourd'hui, la cybersécurité, c'est l'identité, c'est l'accès, c'est l'analyse des données, la gestion du risque, et c'est la capacité, quelque part, à reprendre le contrôle de tous les accès dans un monde de plus en plus numérique. Et parce qu'on en arrive à ce qui était le départ, là, amener le chiffre d'affaires de la filière française à 25 milliards d'euros. Oui. C'est aussi pour vous donner... Donc, il faut que tu me parles, parce que j'ai l'impression que c'est un peu dans ton domaine. Donc, Tenable, qui est un important éditeur américain de logiciels, c'est ça? Oui, c'est un éditeur de logiciels américain, absolument. Et donc, qui a fait une offre à 98 millions de dollars. Oui, sur une start-up française qui s'appelle Alcide. Oui. Et qui m'a l'air de faire un peu ton job aussi, non? S'intéresse à l'identité des personnes qui ont accès à un fichier. Alors, eux, ils s'intéressent à ce qu'on appelle l'Active Directory Server, c'est-à-dire justement un petit peu ce dont on parlait avant dans l'affaire SolarWinds. Orion, c'est l'annuaire
dans lequel sont toutes les identités et les règles d'accès des utilisateurs dans un réseau informatique. Donc, dans toute entité qui utilise des technologies Microsoft, il y a un Active Directory Server. Et effectivement, les compétences sont assez rares, particulièrement en dehors des États-Unis, justement, puisque Microsoft est américain et que l'écosystème est beaucoup aux États-Unis. Et il y a peu d'entreprises qui ont ces compétences-là à un tel niveau. Et donc, effectivement, nous travaillons dans des domaines très comparables, tout à fait. Ouais. Et donc, Alcide, c'est une société que nous connaissons bien, qui a été montée par 2 anciens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui sont des sociétés qui, ayant des savoir-faire assez experts, répondant à des besoins d'expertise d'aujourd'hui, avec des ressources qui sont difficiles à trouver, il se crée une forme de rareté et que l'on vient chercher dans le monde entier pour équiper les différentes entreprises. Et ce qui est important à entendre avec cette affaire, c'est quoi? C'est que, nous avons les compétences en France hyper pointues dans tous ces domaines. On a un potentiel juste mondial. C'est pour ça que les chiffres du président peuvent paraître énormes. Mais nous avons le potentiel pour devenir le leader. Non, parce que vous êtes nombreux, 25 milliards d'euros, c'est pas non plus... C'est pas impossible. Ça fait une belle boîte du CAC 40. Ça fait une belle boîte. Voilà. C'est le deuxième enjeu, exactement ce que tu viens de dire, à savoir l'enjeu qui est pour moi de transformer ces startups, ces PME, non pas celles qui se vendent tout de suite, mais de permettre à certaines de devenir des champions, des industriels du domaine, positionnés sur les enjeux technologiques. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Il se trouve justement, mais je ne sais pas si on a l'image, je n'ai pas vérifié avant qu'on commence, mais si on l'a, elle va apparaître, que j'ai chopé sur sans doute un de tes... Voilà. Oui. Ça, c'est l'ensemble, alors on les voit plein pot, vous les voyez là j'espère, c'est juste pour donner une image finalement. Oui. L'ensemble des champions, voilà, les 11 lauréats du grand défi cyber. Oui. Et donc ça c'est l'ensemble un ensemble de champions très spécialisés. Oui. Alors, ce sont des champions de l'innovation française en matière de cyber, avec tout un tas de start-up, de PME, et puis il y a le laboratoire, le Leti, qui sont effectivement positionnés sur des domaines technologiques. Alors, Mail in Black, c'est Mail in Black. On va laisser regarder, donc, ce sont des sociétés qui sont positionnées sur des enjeux de sécurité, de la messagerie, des transactions, l'identité, l'accès, différents sujets, et qui vont développer des outils d'automatisation, d'industrialisation de ces innovations pour les mettre au service du plus grand nombre. Et effectivement, je suis particulièrement heureux parce que sur 11 de ces lauréats, 7 font partie d'Exatrust, ce fameux groupement qui regroupe les pépites de je n'ai de cesse de le dire. Et puis parce que ensuite, dans ces entreprises-là, regarde pas l'image parce que dans ces entreprises-là, il y a effectivement ces futurs champions. Oui, mais dis donc, Jean-Noël, c'est bien qu'il s'occupe de la grande distribution, notre ministre, mais c'est pas grave si Alcide s'en va, là, aux États-Unis ? Il y a une commission à Bercy qui est chargée de regarder les entreprises. Pourquoi ça te fait marrer ? Tu es en train de te marrer. Non, moi je me souviens, il y a, je me demande si c'était pas sur cette antenne, en tous les cas, ou si c'était pas toi qui l'interviewais, mais je me souviens d'une interview du patron de BPI France, qui expliquait Nicolas Dufour, qui expliquait que dans les 3 arguments pour lesquels les entreprises françaises ne grandissaient pas, je me souviens que son premier argument, ça m'avait presque choqué à l'époque, c'était de dire que les entrepreneurs acceptaient tous les chèques dès qu'ils étaient mirobolants. Mettez-vous à la place de 2 entrepreneurs. Thèse depuis 20 ans de Patrick Artus. Alors pour le coup, c'est une thèse qui est documentée, Jean-Noël, vraiment documentée. Je ne dis pas que c'est pas évidemment tentant quand on voit arriver 100 millions de dollars, qu'on a créé sa boîte depuis très peu de temps. On peut comprendre que ça soit un moyen de sortir en tous les cas de difficultés dans la vie, on va dire, d'appréhender la vie autrement. Je te confirme, ça te met à l'abri. Oui. Mais il y a quand même oui, 100 millions de dollars, vous appréhendez la vie autrement. Voilà. Je vous l'offre pour un lundi. Non, mais en ce moment, faut faire attention parce que c'est des sommes d'argent, etc. Il y a des investisseurs dedans, etc. Moi, je pense que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est quand même d'arriver à faire sortir de ça quelques futurs Orange, des futurs PSA, des futurs Renault, des futurs
futurs donc Airbus, des grandes sociétés. Vaut mieux faire du build-up entre l'ensemble de ces boîtes qu'on a vues là. Oui, je pense. Moi, je pense qu'il faut qu'il y en ait certaines qui aient les moyens de consolider les autres. Et je pense que c'est possible si nous avons, et ça c'est quand même le deuxième... Mais on a des gros acteurs là-dessus, enfin justement, pas sur la cyber, mais les Capgemini, les Sopra Steria, les Atos, l'ensemble de ces géants aujourd'hui du digital. On a des acteurs du service, mais un acteur du service qui vous installe Orion. Qu'est-ce que vous faites une fois qu'il vous a installé Orion, le jour où il y a un problème sur Orion? Ça, c'est clair. Il attend la réponse de l'éditeur qui va modifier sa roadmap ou non, comme les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser la technologie. Nous n'aurons jamais de souveraineté de territoire numérique européen si nous ne maîtrisons pas les infrastructures, si nous ne maîtrisons pas les technologies de cyber. À un moment donné, il va falloir comprendre que la cyber et la technologie, ce ne sont pas des règles, des décrets, des lois pour essayer de réglementer ce qui se passe chez les autres. Il faut construire nos territoires numériques. Et j'ai entendu l'interview précédente avec Olivier Grégoire, et je la voyais quand même dans la difficulté à la fin, en espérant qu'au sortir de la crise, non mais enfin on sent que qu'elle souffre, que c'est difficile au gouvernement, et c'est un combat, il va falloir sortir de là avec des points positifs. Moi je pense qu'il y a un message ultra positif avec la cyber, c'est que le numérique et la cyber, c'est les emplois de demain. Il y a des potentiels d'innovation fabuleux, de réussite fabuleux. Il va falloir des investissements dans ces sujets-là pour faire émerger une industrie sur ces sujets-là qui nous permettent d'offrir à nos jeunes, d'offrir aux gens demain des métiers qui correspondent aux réalités d'aujourd'hui et qui font rêver. Jean-Noël de Galzin, le patron de Walix, était notre invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain. Merci beaucoup.